Aujourd'hui, je vais te parler de Gargantua de Rabelais et te donner quelques éléments introductifs pour que tu puisses mieux comprendre cette œuvre. Alors déjà, je vais commencer en essayant de définir qui est Rabelais. Et ce n'est pas une tâche très facile puisque Rabelais, certes, il a vraiment existé, on a quelques informations sur lui, mais ces informations ne sont pas très bien établies, elles ne sont pas très stables et on continue encore à trouver des éléments qui viennent remettre en question certains éléments établis de sa vie biographique. Donc déjà, rien que son année de naissance n'est pas vraiment connue, on sait juste qu'il est né durant le XVIe siècle, qu'il est né à côté de Chinon, dans la région en fait, de Chinon, la région où se passe Gargantua, que son père était avocat, et cela est important puisque cela explique pourquoi Rabelais a pu écrire, c'est parce qu'il venait d'un milieu bourgeois assez lettré. Et puis, Rabelais, durant sa vie, va devenir moine. Et c'était une profession à l'époque assez prisée puisque c'était la seule profession ou l'une des rares professions grâce à laquelle on pouvait s'adonner à des activités intellectuelles puisque cela nous donnait le temps et l'espace pour le faire, la solitude pour pouvoir le faire. Il va devenir alors un grand humaniste, c'est-à-dire un homme très érudit, c'est-à-dire qui a des connaissances très étendues sur le savoir humain, mais aussi un éditeur, puisqu'il va traduire et publier des textes de l'Antiquité. Et il va être aussi, donc sur ce point de l'humaniste, il va être aussi considéré comme le fils spirituel de deux grands humanistes que sont Budé et Érasme. Il va être aussi, et cela est important pour comprendre certaines subtilités politiques et religieuses dans le Gargantua, un évangélique militant en 1530. Cela va même lui poser des problèmes et l'obliger à réécrire Gargantua et même à s'exiler. Et il est aussi en lien avec les puissants de son temps puisqu'il va être le secrétaire de Jean du Bellay, qui est un homme très important à cette époque puisqu'il est le grand prélat, un grand prélat. Qu'est-ce qu'un grand prélat ? Eh bien, si on veut s'imaginer quelle est la puissance d'un grand prélat, eh bien, il a quasiment le même pouvoir ou la même influence que le roi de France sur la scène politique à l'époque. Donc ce n'est pas n'importe qui, et ça montre bien que François Rabelais navigue dans un milieu très lettré, très privilégié, très haut sur la scène politique. Et donc son œuvre n'est pas n'importe quoi. Je vais venir maintenant à Gargantua et te donner quelques éléments sur cette œuvre. Donc déjà, l'œuvre est écrite en 1534, puis elle est rééditée en 1542 avec des changements qui ont été faits par Rabelais lui-même. Et il s'agit en fait d'une préquelle de Pantagruel qui a été publiée en 1532. Gargantua serait en fait l'histoire du père de Pantagruel. Et donc dans cette œuvre, il reprend le motif du géant, un motif populaire qu'il avait déjà utilisé, développé dans le Pantagruel de 1532. L'œuvre s'ouvre sur un avis au lecteur, et l'avis au lecteur, ce qui est intéressant, c'est que souvent cela donne les intentions de l'auteur, cela permet de comprendre quel est l'enjeu central de l'œuvre. Et ici, quand on lit l'avis au lecteur, on peut lire ceci. « Amis lecteurs qui lisez ce livre, dépouillez-vous de toute passion et ne soyez pas scandalisés en le lisant. Il ne contient ni mal ni perverse intention. Il est vrai qu'il y a peu de perfection à y trouver, si ce n'est en matière de rire. Mon cœur ne peut choisir d'autres sujets. Quand je vois la peine qui vous mine et consume, il vaut mieux traiter du rire que des larmes parce que le rire est le propre de l'homme. » Donc ici, le terme qui revient souvent, au moins 3 fois dans l'avis au lecteur, qui est pourtant assez court, c'est le mot rire. Et donc déjà, il place son œuvre dans l'amusement, le divertissement, ou peut-être quelque chose même de plus profond. Le rire serait quelque chose de
pas si léger que ça, puisqu'il termine quand même l'avis au lecteur avec « parce que le rire est le propre de l'homme ». Donc il y aurait ici une vertu humaniste donnée au rire. Et c'est quelque chose qui va imprégner toute l'œuvre, et aussi dans le prologue. Donc le prologue introduit un élément très important qui est le narrateur qui s'appelle Alkofribas Nazier. Et c'est un narrateur qui incarne à la fois cette dimension comique de l'œuvre, mais aussi qui va entraîner une forme d'ambiguïté sur l'interprétation de l'œuvre, puisqu'il va proposer dans le prologue une digression sur le sens caché, sur le fait que les œuvres qui ont l'air grotesques, burlesques, contiendraient en elles-mêmes en fait une substantifique moelle qui serait cachée au lecteur, qui ne serait pas capable de déchiffrer en fait cette œuvre et d'en arriver à l'enjeu principal, à la source, à ce sens caché. Et en même temps, dans le même moment où il nous explique qu'il y aurait donc dans Gargantua, puisqu'il ouvre l'œuvre sur ses considérations, qu'il y aurait dans Gargantua un sens caché, en même temps, il fait preuve lui-même d'un ethos, c'est-à-dire il fait preuve d'un caractère assez outrancier. Il dit qu'il mange et qu'il boit, en même temps d'écrire l'œuvre, de raconter ce récit. Donc il y a un décalage ici entre ce qu'il prétend raconter, c'est-à-dire une œuvre avec un sens caché, et en même temps il dit qu'il ne faut pas tout prendre au sérieux, qu'il faut s'amuser, qu'il faut en rire. Et donc il y a dès le commencement de l'œuvre une sorte d'ambiguïté entre quelque chose de sérieux et quelque chose au contraire qui serait là juste pour rire, juste pour amuser, et qui viendrait même se moquer d'une volonté de trouver un sens caché à cette œuvre qui en fait n'est pas si sérieuse. Et donc on est là face à un dilemme, à un paradoxe dès le début de l'œuvre. Y a-t-il un sens caché ou pas du tout? Ou est-ce que c'est juste pour s'amuser? Je vais maintenant procéder à une forme de résumé pour bien recadrer tous les éléments de l'œuvre et t'en faire un petit peu, ça peut te remettre les choses dans ta mémoire rapidement si tu en as besoin. Donc déjà, l'œuvre commence donc par l'avis au lecteur, par le prologue, par la naissance de Gargantua. Donc je vais surtout parler des éléments narratifs, parce qu'en fait l'œuvre, elle est aussi ponctuée de digressions, d'éléments où Rabelais délaisse la narration pour venir plutôt s'adonner une forme d'outrance de la langue, d'image, de jeu en fait, linguistique et littéraire. Et donc ici, je vais plutôt m'intéresser aux éléments vraiment narratifs du récit sur Gargantua, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des éléments narratifs dans l'œuvre, et c'est ça qui fait aussi sa complexité. Donc Gargantua naît après 11 mois de grossesse de ses deux parents, donc de Grangousier et de Gargamel, qui sont rois et reines donc, de cette région du Chinon. On assiste alors à l'institution du prince, c'est-à-dire qu'on a le droit à l'éducation et à l'évolution, au roman en fait de formation du jeune Gargantua qui va devenir l'héritier de Grangousier. Et dès son plus jeune âge, dès qu'il naît en fait, il réclame à boire et à manger, et cela explique son prénom puisque Grangousier se serait écrié en l'entendant réclamer à boire et à manger dès ses premiers cris que Grantua. On assiste alors à son éducation et à son enfance. Gargantua joue une farce à des invités au château, puis il invente toute une ribambelle de torche-cul, et face à ça, Grangousier constate que son fils est très intelligent de manière innée et il veut l'aider à développer son intelligence, et donc il décide de lui trouver un éducateur, un professeur, pour qu'il développe cette intelligence. On assiste alors à la première éducation
de Gargantua, qui est une éducation sophiste, par Tubal Holoferne. Et le problème, c'est que Gargantua, à la fin de cette éducation, s'est clairement abêti. Et donc, Grangousier, en se rendant compte de cette supercherie, décide de lui trouver un nouveau professeur. Et donc, on a une deuxième éducation, c'est un peu spécial quand même, par Ponocrates. Cette fois-ci, une éducation selon des principes humanistes. Et ces deux principes sont en fait d'aider la nature, c'est-à-dire de partir de ce qui est déjà chez des atouts en fait et des capacités naturelles du jeune enfant pour l'aider à progresser, à devenir plus intelligent. Et aussi, le deuxième principe, c'est de lui inculquer une érudition par la compréhension et non pas par le rabâchage stupide et seulement par la mémoire de principes religieux qui ne seraient pas compris et analysés par l'étudiant lui-même. Après cette deuxième éducation, Gargantua part alors à Paris pour continuer son éducation, pour découvrir le monde, et il part avec sa jument qui est aussi gigantesque que lui, et qui va carrément raser une forêt. À cause de la curiosité des Parisiens, il se réfugie dans Notre-Dame avec sa jument. Sa jument inonde les Parisiens avec son urine. Ensuite, il va voler les cloches de Notre-Dame pour en faire un collier à sa jument. Donc là, on a des péripéties plus extraordinaires les unes que les autres qui sont qui reposent à la fois sur le gigantisme et donc sur un aspect merveilleux du récit, mais qui vient aussi permettre une forme de critique des Parisiens et un jeu aussi avec les manières à l'époque de justifier la présence géographiquement ou dans les noms d'éléments. Donc, par exemple, il va justifier la Beauce avec le fait d'avoir rasé une forêt, etc. Il va justifier le nom de Parisiens avec le fait de les avoir inondés d'urine, etc. etc. Alors, les Sorbonnards, donc ceux qui étudient à la Sorbonne, veulent retrouver les cloches de Notre-Dame et donc demandent à l'un d'entre eux, Janotus de Bragmardo, d'aller par un discours, de demander à Gargantua de restituer les cloches. Sauf que Gargantua a déjà restitué les cloches, donc déjà, premièrement, paradoxe qui évidemment est très humoristique dans l'œuvre, puisque Bragmardo fait son discours alors que ça ne sert à rien, il le fait à contretemps, et en plus de ça, son discours est complètement vaseux, c'est un verbiage sans sens, et donc là aussi, on a à nouveau une critique des Sorbonnards en creux de ce récit. Donc Gargantua a découvert Paris, il a découvert le monde et commence alors une troisième étape du récit, si on veut, c'est le début des guerres picrocolines. Donc comment cela commence ? Les bergers du pays de Gargantua demandent aux foissiers du pays de Picrocole de leur donner des foisses, de leur vendre des foisses. Ces derniers refusent de leur donner des foisses et les insultent. Alors du coup, les bergers de Gargantua, les foissiers de Picrocole se battent. Cela provoque la colère de Picrocole pour aucune bonne raison. D'ailleurs, le nom Picrocole annonce déjà en fait que le personnage est colérique. Et du coup, Picrocole décide de piller et de saccager les terres, les villes de Grangousier et de Gargantua. Et il va même attaquer une abbaye, et c'est là qu'on découvre le frère Jean, qui est un personnage haut en couleur. Grangousier appelle donc son fils à ses côtés pour se charger des différentes batailles, et notamment pour chercher la paix avec Picrocole, mais ce dernier refuse. Et donc, Gargantua et ses compagnons vont accomplir des exploits, et évidemment des exploits guerriers, et pour fêter ce retour et ces réussites, ils vont avoir un très grand festin.
Gargantua croit manger des bestioles, mais en fait ce sont des pèlerins qui se sont perdus dans sa salade, puisque entre-temps on a pu croire que Gargantua n'était plus un géant, mais Rabelais nous rappelle régulièrement que Gargantua reste un géant. S'ensuit alors une discussion sur le fait que le pèlerinage ne sert à rien et que cela vous éloigne de vos compagnes et de vos amis. Il apprend lors de ce festin à connaître son nouveau compagnon qui est frère Jean, qui devient un personnage très important. Et grâce à ses compagnons, Gargantua met en déroute Picrocole par la ruse, je crois notamment par un de ses compagnons qui s'appelle Gymnaste. Et s'ensuit alors un énorme festin, à nouveau évidemment pour célébrer la réussite, mais aussi pour célébrer l'amitié, qui est un point aussi très important de cette dernière étape du récit, enfin avant-dernière étape du récit. Et ils vont montrer l'exemple d'un roi et d'un prince selon les préceptes d'Érasme. Je te rappelle, hein, le grand humaniste dont Rabelais se fait un peu le fils spirituel, puisqu'ils vont se montrer miséricordieux avec les vaincus et ils vont les laisser revenir dans leur patrie. Gargantua remercie frère Jean en lui offrant de bâtir une abbaye, qui va être l'abbaye de Thélème. Et c'est une abbaye vraiment très différente de toutes les abbayes qu'on a l'habitude de voir, puisque sa loi monacale, c'est-à-dire un peu le précepte, la devise qui vient gérer toute la vie des moines à l'intérieur de l'abbaye, ce principe va être « fais ce que tu voudras, fais ce que voudras », ce qui est contrairement contre toute loi monacale et qui en fait une anti-abbaye, puisque normalement la loi monacale impose en fait un rythme de vie, impose des gestes, impose le temps, impose même la manière dont on va employer son temps, donc vraiment impose la manière même dont on va s'habiller, enfin ça impose vraiment, ça gère toutes les dimensions de l'existence. Et ici, ça va vraiment à l'encontre de cette idée-là, puisque le principe qui régit la vie dans ce monastère, dans cette abbaye, c'est « fais ce que tu voudras ». Et donc, qui est une loi qui est fondée sur la volonté personnelle et non pas sur l'imposition de lois qui viendraient d'en haut. Donc voilà, et donc c'est comme ça que se termine Gargantua. Donc c'est les quelques éléments que je voulais revoir avec toi pour introduire cette œuvre. Et je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur Gargantua pour continuer la lecture et l'étude de cette œuvre.